Parfait, parfait. Bon, Ah oui, il faut mettre j'ai compris. j'ai compris, Voilà, voilà. ça y est. Alors attends, là on les voit pas trop. Tu veux que je mette comment? Comme tu veux aussi. Le son, il faut regarder PowerPoint dans un premier temps. Bon, Le son, attends, on voit pas très on va bien. faire comme ça, puis quand je parle, quand j'ai fini. Oui, oui. Bien, bonjour à toutes et à tous. Sophie Loirgan, je suis vice-présidente à l'égalité femmes-hommes à la lutte contre les discriminations de l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, on se retrouve dans le cadre du mois d'égalité 2023 pour un webinaire sur les femmes en responsabilité dans l'enseignement supérieur et le leadership au féminin. Donc, est une programmation, alors c'est une première et on verra si on reprogramme, si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est inscrit de manière très, très claire sur la question de notre politique d'égalité et de la promotion des femmes dans le cadre de l'établissement. Alors, c'est un webinaire qu'on organise avec l'association également pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, auquel on adhère depuis l'année dernière et avec lesquelles, puisque c'est beaucoup de femmes dans cette association, membres du CA, avancer pour travailler aussi sur ces enjeux. Donc, dans le cadre du webinaire aujourd'hui, plusieurs invités. Donc, invité beaucoup de femmes, hein, voilà. Donc, Armande Lepellec Muller, qui est une ancienne rectrice, elle se présentera et intervient au titre de l'Association pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur. On écoutera à la fois la présentation de l'association et son témoignage. Madame Anne Millet, ici présente, professeure, qui est directrice de l'UFR Chimie-Biologie de l'Université Grenoble-Alpes, et la professeure Claudine Moïse, donc, qui est de l'UFR Lassique, qui est professeure en linguistique, mais qui est également référente du programme Mentorat, soutien des carrières du plan d'action égalité professionnelle femmes-hommes. On a évidemment les membres de la vice-présidence qui sont connectés, Marine Violette, et le vice-président des ressources humaines, Christophe Ribio, qui évidemment va nous écouter. Il n'a pas voulu que je le mette dans la présentation directement, mais bon, voilà, on reste sur un panel de femmes. Ah ouais, peut-être il interviendra quand même. Ouais, c'est même sûr. Alors bon, Anne m'a envoyé ça ce matin, donc je me suis dit qu'il fallait quand même, elle ne pouvait pas m'envoyer par WhatsApp ça ce matin, que je ne le mette pas, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on vit quand même au quotidien, cette fameuse salle de réunion où effectivement on va indiquer à la personne si elle ne s'est pas trompée d'étage, donc je lui indique qu'elle s'est voilà, elle répond avec répartie qu'elle s'est trompée d'époque, parce qu'on voulait aussi avec Anne donner un côté positif et très dans l'empowerment et l'encapacitation dans ce webinaire. Donc on trouvait que c'était un petit moment pour nous faire réfléchir sur ces questions d'égalité professionnelle femmes-hommes. Alors je voudrais pas être très très longue, je vais juste rappeler aussi que le webinaire s'inscrit dans notre plan d'égalité professionnelle femmes-hommes qui est en place depuis 2021 dans le plan HRS 4R pour la promotion des chercheurs sur l'établissement au niveau européen, qu'on a mis en place effectivement 5 axes de travail avec des actions phares, donc sur l'égal accès des femmes et des hommes au corps grade d'emploi dans la fonction publique. Il y a effectivement le programme Mentorat, soutien des carrières, dont on parlera dans le cadre de ce webinaire, mais aussi toute la politique sur les recrutements, la sensibilisation des comités de sélection au biais de genre. Donc, c'est un peu des expérimentations qui se sont concrétisées, pérennisées cette année dans notre plan d'action et qui vont faire, j'espère, leur effet. En tout cas, il y a déjà un effet positif sur des recrutements, sur des promotions, sur l'application systématique des parités dans les différentes phases des promotions, RIPEC ou recrutement qu'on essaye de mettre en place, même si on voit bien les freins et les limites, on pourra en reparler aussi dans le cadre de ce webinaire. La mise en place d'un nouveau dispositif de signalement sur les violences sexistes et sexuelles, la discrimination et le harcèlement. Et on sait que ça fait partie des freins à l'évolution des carrières dans la société, mais d'autant plus dans la communauté universitaire. Sur les temps de vie, on avait déjà avancé avec la charte des temps et différents dispositifs en faveur de la parentalité qu'on doit encore développer dans le cadre du plan d'égalité. Et puis sur l'aspect gouvernance, il y a effectivement l'application systématique de la parité qui s'est mise en place dans les instances et la création pour la première fois à l'université d'une vice-présidence à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations depuis octobre 2021. Alors, je n'ai pas fait des jolis histogrammes et camemberts, je n'ai pas eu le temps parce que j'ai eu les stats que vendredi. On est en train de faire notre bilan
pour 2022 du plan d'égalité, enfin 2023, pardon, du plan d'égalité professionnelle. Et du coup, on a les données sur 2022. Juste pour vous faire voir la répartition et quelques chiffres saillants sur notre établissement. Donc, au niveau de l'équipe présidentielle, on a la parité, 9 hommes, 9 femmes. Par contre, évidemment, ces statistiques cachent toujours en creux les fonctions et les missions. Quand on regarde les vice-présidences dites stratégiques, c'est-à-dire finances, recherche, patrimoine, formation, ressources humaines, c'est surtout des hommes qui ont ces vice-présidences et une présidence assurée voilà, par une homme. On a quand même une présidente du CAC, une présidente du CA, ce qui est aussi un fait nouveau hein, sur la gouvernance. Donc, on progresse, mais c'est vrai qu'il y a encore ce frein qui est là aussi sur l'attribution, comme on dit, plus en politique, des grands portefeuilles, mais je pense qu'on en reparlera avec Armand de ce sujet. Au niveau des chargés de mission sur l'établissement des vice-présidences, on a plus d'hommes, 7 hommes et 4 femmes. On a un directeur du Collège des études doctorales qui finit bientôt son mandat avec, on l'espère, une candidature de femmes sur le Collège des études doctorales. Au niveau des directions composantes, on a 15 hommes et 9 femmes. Sur les directions adjointes, qui est un des gros points importants dont on va discuter aussi avec Anne Millet, 18 femmes, 5 hommes. Voilà, on a différentes données. Sur les directions de laboratoire, 75 hommes pour 31 femmes. C'est pas si mal, mais c'est pas non plus totalement la parité. Quand on regarde au niveau de la structure de l'emploi, plus des directions de services au niveau administratif, il y a plus de parité hommes-femmes et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert dans le Zoom. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui doit avoir son micro d'ouvert dans le Zoom. Et qui parle. Et qui parle. Donc, il y a quelqu'un derrière. Voilà. Donc, au niveau des emplois administratifs, on voit bien qu'il y a 22 femmes pour 16 hommes dans des fonctions de direction, donc relative parité. Par contre, au niveau des enseignants, effectivement, 46 femmes en responsabilité, 93 hommes. Donc, même si c'est en progrès, on voit bien quand même qu'il y a quelques verrous. Et donc, effectivement, dans le cadre du webinaire, donc Anne m'a donné une deuxième image ce matin par WhatsApp. Et donc, effectivement, elle s'est retrouvée dans cette situation où, effectivement, dans des environnements masculins, il faut se demander, voilà, dans les arguments, on nous dit souvent, mais enfin, Sophie, on ne va pas quand même mettre juste ce critère du sexe du genre pour faire de la parité. Donc, on trouvait sympathique de l'annoncer. Voilà pour introduire un peu la table ronde et puis du coup laisser la parole aussi à Armande qui va présenter l'association et après on fera le témoignage de trajectoire. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions s'il y en a dans le chat. Merci Sophie vraiment pour avoir posé je dirais, les termes un peu du débat et en tout cas du contexte, mais au fond, on s'aperçoit que lorsqu'on se retrouve dans des séminaires, dans des rencontres débats, dans des webinaires, les constats sont toujours peu ou prou les mêmes, même si, sincèrement, une dynamique quand même est à l'œuvre aujourd'hui, mais elle nécessite la vigilance de tous les instants. Hein. Ce que tu as décrit sur les postes à responsabilité, on y reviendra tout à l'heure, mais quand j'étais rectrice, voilà, on s'apercevait aussi que dans la répartition des grands portefeuilles, les choses ont mis un peu de temps pour atteindre la parité, même si la question de la parité chez les rectrices et recteurs a été un vrai enjeu, et notamment sous certains gouvernements. Mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, l'AFDESRI, alors AFDESRI, voilà. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple à dire. Donc, c'est l'association non pas des, mais pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Alors pourquoi pour? Parce que globalement, évidemment, nos adhérents nos adhésions sont aussi des adhérents. Voilà. Donc on a à la fois des femmes et des hommes qui adhèrent à l'association, qui la portent et qui militent avec nous dans le cadre d'actions toujours plus nombreuses. C'est une association qui est née en 2014 à l'initiative donc elle regroupait, j'y étais, donc elle regroupait à peu près 8 femmes, à la fois des présidentes d'université et des rectrices,
Et l'initiative a été portée par quelqu'un que vous connaissez très très bien à l'UGA, et c'est pour ça que j'étais absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce lancement de cette nouvelle initiative, Sophie. C'est Brigitte Plateau, qui, comme vous le savez, donc a été notre première présidente, et puis a eu évidemment un parcours toujours aussi riche, et qui elle aussi pourrait témoigner, je dirais, voilà, de ses combats et de ses avancées. En tout cas, notre première présidente, et la deuxième aujourd'hui, c'est Sophie Béjean. Et donc, Brigitte continue évidemment à avoir beaucoup d'activités dans l'association. Alors, notre idée, depuis le départ, c'était de se dire, on ne va pas rester les bras ballants face, je dirais, aux statistiques, et face à la difficulté de voir évoluer la place des femmes dans les postes à responsabilité et à très haute responsabilité. Et qu'au fond, il fallait peut-être qu'on s'organise, donc présidente au départ d'université, directrice de grande école, rectrice, pour trouver un lieu et un outil qui nous permettrait de porter notre voix et de contribuer à cette modernisation, je dirais, un peu de cette grande institution qui est le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, et bien sûr l'ensemble des institutions qui dépendent et des opérateurs qui dépendent de l'ESRI. Donc l'idée, c'est vraiment promouvoir l'accès des femmes aux responsabilités, mais pas qu'une fois, quoi. C'est-à-dire à la fois d'être dans une dynamique d'accès à une première responsabilité, mais surtout à une dynamique de progression de carrière, parce qu'on sait très bien que parfois, les parcours font qu'on a une première responsabilité, c'est très compliqué d'en avoir des successives avec une progression dans l'importance de ces responsabilités. Notre objet, c'est aussi de soutenir les carrières des femmes, évidemment, dans le SRI, et puis de contribuer, je dirais, à la réflexion. Alors, on a de très nombreuses actions, surtout en termes d'échange et de partage d'expériences, et puis de promotion et de valorisation des données, des indicateurs et des analyses sur la place des femmes. Par exemple, Sophie Béjean a eu l'idée d'une initiative qui est vraiment très intéressante et qu'on partage, je dirais, avec d'autres acteurs, qui est d'avoir un observatoire européen, non pas pour refaire ce qui se fait très bien par ailleurs en termes de statistiques, mais pour essayer d'intervenir sur des domaines qui aujourd'hui ne sont pas couverts par les institutions qui observent ce qui se passe sur la place des femmes dans les postes à responsabilité dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et notamment de travailler aussi au parcours complet pour mettre les choses en connexion, et plutôt d'apporter une réflexion de ce point de vue plutôt que de refaire des statistiques qui sont très bien faites par ailleurs. Nous sommes aussi très présentes sur le conseil, l'appui à des candidatures, sur la communication vis-à-vis des médias, vis-à-vis de différents acteurs, et puis bien sûr sur la participation aux actions et stratégies portées par le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, aujourd'hui, donc MESR, puisque le ministère est un de nos soutiens les plus importants aussi, dans le cadre d'une convention triannuelle. Et puis, bien sûr, participer aux actions et stratégies portées par d'autres ministères et puis, bien sûr, d'autres institutions. Je reviendrai sur nos actions plus spécifiques à destination de nos collègues tout à l'heure. Sachez aussi qu'on travaille beaucoup, parce que la question du réseau est une question essentielle, en lien avec les autres associations de femmes, donc à la fois dans la fonction publique et en particulier avec le chef de file de ces associations, puisque c'est animé par Administration moderne, mais nous travaillons avec Femmes et Diplomatie, Femmes de Justice, Femmes de l'Intérieur, Femmes de Bercy, culturelles, etc. Nous travaillons aussi dans le champ de l'ESR en collaboration avec Femmes et Sciences, Femmes ingénieures, donc nos collègues doivent s'y retrouver aussi.
donc une femme et mathématiques, évidemment. Et puis au niveau international, avec la plateforme européenne des femmes scientifiques, PWS, et puis le réseau francophone de femmes responsables dans l'ESR, le RESUF. Et depuis presque 1 an et demi, on travaille avec donc une nouvelle association qui s'appelle ToGap, qui en fait réunit à la fois des réseaux privés publics. Donc ça, c'est intéressant parce que évidemment, ça nous donne une ouverture et un champ bien plus large en termes de réflexion et en termes de force de proposition. Parce qu'au fond, on l'a bien compris, ce qui est important quand on constitue ce réseau, quand on met en place ce type d'association et qu'on participe aux différents réseaux, c'est bien cette idée de peser, et de peser à la fois sur le débat public, mais en même temps aussi en termes de force de proposition. On a été sollicité, par exemple, sur la loi Rixain, on a fait des propositions. Enfin, on voit bien, aujourd'hui, on va participer à des grands événements autour des Jeux Olympiques, avec le réseau ToGap aussi. Enfin, c'est important aussi qu'on ait ce type d'activité. Alors, l'intérêt pour nous, c'est vraiment d'avoir un réseau Avdesri qui soit de plus en plus solide. Et pour ça, on a besoin évidemment d'adhérentes et d'adhérents. Et nous avons pensé depuis 2 ans qu'au-delà des adhésions individuelles, il y avait un sens à avoir et à ouvrir des adhésions institutionnelles. Et Sophie a rappelé que l'UGA est dans cette dynamique. Nous avons quelques autres universités comme Montpellier, PSL, Paris-Nord, etc. Et puis, nous avons aussi les grandes conférences qui sont adhérentes institutionnelles. Alors, pourquoi ? Parce qu'il nous paraît important de créer une dynamique qui soit une force de frappe, parce que quand on fait du lobbying, c'est important de peser lourd. Donc, on a 180 adhérentes et adhérents. Si on a le temps, à un moment donné, je vous dirai un peu le profil de ces adhérentes et adhérents. J'ai un peu travaillé là-dessus, parce que je suis en responsabilité des adhésions aussi au sein de l'Avdesri. Donc, 180 adhérentes et adhérents, et on a 7 institutions aujourd'hui. Et l'idée, c'est de pouvoir, au fond, dire qu'il y aura un label en termes d'action de l'Avdesri, et que ce label pourrait être partagé, par exemple, avec notre réseau des établissements qui sont adhérents, ce qui nous permettrait de faire des allers-retours entre ce qui peut être porté au niveau national en termes d'action, et qui doit l'être aussi pour avoir une meilleure visibilité, et ce qui peut être porté dans les territoires, que ce soit au niveau régional ou au sein des universités. Ce qui fait que l'Avdesri peut aussi être cité, je dirais, dans les plans égalité femmes-hommes. Et on voit bien ce que ce réseau local, en termes de dynamique, permettrait au fond, à la fois en termes de relais au sein de chacune des institutions et en termes de relais au sein des échelles de sites plus ou moins grands, d'universités qui pourraient au fond coopérer, parce que on sait très bien que le nerf de la guerre, ça peut être aussi le financement, et que plus on peut être nombreux sur un territoire, et plus on peut organiser des actions qui seraient labellisées et qui seraient portées, je dirais, par plusieurs établissements. Alors, l'idée, c'est que pour nos adhérentes et adhérents, on puisse aussi offrir du service. Donc, ce service, c'est participer au séminaire, au petit déjeuner, donc séminaire annuel. Ça, c'est notre grand événement phare, c'est au mois de janvier. Les petits déjeuners, c'est toutes les 5 ou 6 semaines, le jeudi matin, une demi-heure. On fait ça avant d'aller travailler, et ça donne une bouffée d'oxygène parce qu'on y discute toujours de choses très intéressantes. Des rencontres et des débats. On a créé, ça sera la 2e session cette année, les rencontres de l'Avdesri, en fait, pour réfléchir plutôt en réseau et nourrir au fond les types d'actions qu'on pourrait conduire. Et puis, on peut bénéficier aussi d'actions de l'Avdesri, notamment des actions de formation. Si j'ai un peu de temps, je vous les développerai. 2 types d'actions de formation. Une où l'on court sur la connaissance des enjeux et du fonctionnement de l'ESR. Tu me dis, Sophie, si je suis trop longue, hein ?
Tu me fais un signe, voilà. J'ai combien de temps? 2 minutes? Ouais, à peu près, Armand. Voilà. Ouais, on Je peut vais pas rentrer dans le cœur Absolument, de débat sur les trajectoires et absolument. l'expérience. Ouais. Donc, sur les formations, en fait, une formation à long terme, donc sur 6 mois, avec des experts de l'ESR, et puis une formation leadership de 2 jours avec des coachs professionnels. Nous avons du mentorat, des actions de mentorat, et puis bien sûr, on produit une newsletter, on donne des informations communes aux différents réseaux, on fait des appels d'offres aussi à candidature. Sur des postes à responsabilité, voilà. Donc l'idée, c'est un petit peu, et notamment, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est super important et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que si on veut à un moment donné avoir encore plus de chance dans le déroulement de carrière, il faut s'habituer en tant que femme à faire ce que l'on fait très rarement, qui est de se créer et d'entretenir un ou plusieurs réseaux. Voilà. C'est indispensable. Et ce type d'association comme la nôtre et les autres associations, en fait, elles offrent un lieu assez intéressant parce que c'est un environnement bienveillant qui est aussi solidaire, dans lequel il y a une liberté d'échange qui est aussi très sincère, qui est marquée par la sincérité. On est vraiment dans un cercle vertueux qui permet d'apprendre les codes, de prendre la parole, d'échanger, de participer, de partager les expériences, les réflexions. Ça permet aussi d'éviter de fonctionner en silo. On ouvre, voilà, pour avoir une plus grande richesse d'exemples et de relations. Ça donne des clés pour la carrière. Ça permet de rencontrer des personnalités, ça permet de s'intégrer dans des débats sociétaux, etc. Sincèrement, voilà, je vais conclure là-dessus. Le réseau, c'est indispensable. Merci Armande. Alors, j'avais prévu un deuxième tour de table ronde et puis on pourra donner tous les liens sur l'association et puis on va aussi s'améliorer sur le partenariat pour donner plus d'accès aux webinaires. Enfin, il faudra qu'on discute de ça parce qu'effectivement, il y a l'enjeu du réseau, de la libre parole qui est toujours là dans les webinaires qui sont mis en place par l'association, mais aussi un niveau qui est très important, il me semble, voilà, c'est le partage aussi de la ressource et des connaissances. C'est donner accès à des dossiers aussi sur lesquels, très souvent, quand on n'a pas accès à des niveaux de responsabilité, on n'a pas accès aussi à certains débats, à certains codes, voilà, qui ne sont pas partagés par ailleurs. Donc, c'est une ressource importante pour ça aussi, et c'est un réseau effectivement très solidaire et très appuyant pour les candidatures, en tout cas sur le SR. Voilà. Exigeant mais bienveillant. Exactement. Bon, si ça te va, Armand, je vais peut-être laisser la parole un peu au local à Anne Millet, et pas Millet, comme je l'ai dit, comme nos habits de ski à Grenoble. Donc, je dis bien Millet, parce qu'elle me l'a dit avec un L. Parce qu'effectivement, avec Anne, nous sommes aussi bavardes que toi, Armand, mais je vais laisser Anne prendre la parole, voilà, sur sa trajectoire, et puis elle a préparé quelques éléments, je pense, voilà. Oui, je dirais que sur ma trajectoire, je pense que je peux tout d'abord remercier mes parents qui avaient 2 enfants très différents. Un garçon qui passait sa vie dans sa chambre avec ses Lego et ses Playmobil, et une fille qui rêvait de prendre le vélo et d'aller grimper sur tous les arbres et d'aller visiter tous les blocos qui régnaient autour. Et je dirais que mes parents ont laissé mon frère dans sa chambre, et la seule condition que j'avais, même quand j'avais 8 ans, pour partir explorer tout ça avec essentiellement des garçons, je dois avouer, était de mettre mon nom et le nom de mes parents avec un numéro de téléphone dans ma chaussette au cas où il m'arrive quelque chose, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas de téléphone portable. Donc, avec mon petit papier dans la chaussette, j'avais le droit d'aller partout. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai gardé par la suite. Et je dirais que quelque part, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Enfin, bon, après, oui, quelque part, je dois avouer que voilà, je voulais faire des maths et de la chimie. J'ai fait de la chimie théorique. Donc, je dirais que tout allait très bien. Et quand on me parlait des femmes, etc.,
je dirais que dans mon milieu familial, c'était pas un sujet dans le sens où on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on soit une fille ou un garçon. Oui, j'avais très peu d'empreintes là-dessus. Et quand j'ai commencé à travailler ou à faire mes études, je ne l'ai pas senti. Et quand on me parlait des plafonds de verre, etc., je me disais que c'était peut-être terminé. Bon. Et que c'était peut-être un sujet qui était plus tout à fait d'actualité. Bon, même si on m'avait parlé beaucoup de l'IVG, etc., quand j'étais plus jeune, hein, ce qui est un autre sujet, mais pour les femmes. Mais globalement, voilà, je dirais que tout allait bien et voilà. Et en fait, bizarrement, la première fois que j'ai vu, et c'est vrai, je veux dire, j'ai fait ma thèse à Strasbourg, ça s'est très très bien passé. J'ai été très impliquée à l'agrég de chimie. J'étais agrégée avant de commencer ma thèse et donc on m'a embauchée pour faire des cours là-bas. Dans mon labo, ça se passait vraiment super bien. Enfin, je veux dire, on était tous mis en valeur. J'ai toujours regardé les camarades de thèse sont toujours des amis. Et d'ailleurs, Jérôme, qui a fait sa thèse avec moi, c'est lui qui m'a envoyé les petits dessins parce qu'il fait partie du comité homme-femme de son entreprise privée. Donc voilà. Donc je dirais que Et la première fois que j'ai vraiment rencontré le plafond de verre, c'est quand je suis passée prof. Mais avant, j'ai vraiment eu l'impression, enfin, pour moi, c'était presque un mythe. Alors, après, culturellement, j'étais pas naïve non plus. Je sais très bien mais en tant que personne, de par mon milieu familial relativement ouvert, etc., je veux dire, je voulais faire des sciences, c'était très bien. Ils ont eu peur. À un moment, j'ai hésité avec l'histoire. Quand je leur ai dit que je faisais des sciences, ils étaient ravis. Et c'était plus sûr pour un boulot, j'ai bien senti. Et donc, globalement, j'ai pas, voilà. Et par contre, quand je suis passée prof, j'ai bien senti là que c'était la première fois de ma vie. Enfin, j'ai eu un directeur de DEA qui s'appelait Bernard Bigot qui me donnait des leçons de politique plutôt que des leçons de chimie quantique, etc., et ses expériences et tout. Et donc, voilà, je dirais que j'ai eu une carrière relativement un début de carrière. Quand je suis passée prof, là, j'ai senti que ça coinçait un peu. Après, globalement, je ne me suis pas trop prise le cerveau et donc j'ai continué. Je ne sais pas si on peut toujours interpréter, mais bon, j'ai continué. Mais c'est là que je l'ai senti. Après, j'ai eu beaucoup de postes d'adjointe, comme on en parlait avec Sophie, mais je me suis éclatée dans mes postes. Et puis, j'ai toujours fait mon petit bonhomme de chemin sans trop. J'ai pas souffert. Hein. J'ai bien compris que je pouvais faire adjointe et peut-être pas en poste. Mais après tout, j'étais encore jeune. Je suis passée prof relativement jeune. J'avais 34, 35 ans. Donc, je n'étais pas non plus. Voilà, je n'étais pas ni assoiffée de pouvoir ni rien. Et j'ai pris les opportunités qui se présentaient et qui me plaisaient. Alors, la grande question, c'est de savoir ce qui vous plaît dans la vie. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une grande question parce que je ne dirais pas que tout me plaît, mais beaucoup de choses me plaisent. Et donc voilà, c'est à ce moment-là. Mais après, j'ai pris ce qui m'intéressait, ce qu'on me proposait, hein, une sorte de mixte. Et j'ai refusé certaines choses aussi, rarement, mais quelques fois. Et après, j'ai été vice-présidente relations internationales, ce qui m'a quand même permis là, de passer à la vitesse supérieure et qui m'a fait poser beaucoup de questions sur où est-ce qu'on crée des choses. Alors, dans ma tête, j'adore faire des projets, j'adore construire. Et après, si vous voulez faire quelque chose de réel, ma grande question, c'est si on monte très haut, par exemple, sur l'université sur notre établissement, j'ai participé très activement à monter les parcours de licence internationale, où il y avait des cours en anglais, avec à l'époque un partenariat avec Boston University. Et donc, mais une fois que, par exemple, quand j'ai fait VP, j'étais VP, donc certes, je pouvais impulser des choses, mais je ne pouvais pas vraiment mettre la main dans le cambouis et tout créer. Et donc là, ça, c'est quelque chose, c'est bien de monter, mais jusqu'à quel point on est vraiment efficace et qu'est-ce qu'on aime faire.
Et ça, c'est une grande question pour moi. J'avais participé à une conférence aux États-Unis sur les femmes en sciences. Enfin, c'était les femmes en chimie, mais globalement, ça revient un peu, presque pas au même. Je m'excuse pour les autres sciences. En fait, c'était les femmes en chimie, donc c'est des problématiques. Hein, les femmes dirigeantes en chimie, et on a eu l'intervention d'une dame qui avait un magnifique CV, à qui on a proposé d'être dans son université VP Recherche et qui a fait VP Formation. Alors, bien sûr, la recherche, il y a plein de sous, c'était un grand établissement très orienté recherche. Donc, la VP Recherche a un rayonnement que n'a pas nécessairement la VP Formation. On peut discuter à l'infini, mais en tout cas, dans cet établissement qui était très orienté recherche, les gens n'ont pas bien compris qu'elle refuse la VP recherche pour prendre la VP formation. Et et elle a expliqué que voilà, en fait, elle avait réfléchi. En fait, ce qu'elle voulait faire, c'était VP forme. Et que oui, il y avait le problème de prendre ou pas prendre la VP recherche qu'elle pouvait prendre parce qu'elle se sentait de la prendre, mais que d'un autre côté, devait-elle la prendre pour être la première VP recherche de son établissement ou devait-elle faire ce qu'elle voulait? Donc, je n'ai pas résolu la question, la dame non plus. Elle a fait VP formation. Mais c'est des questions qu'on peut se poser, effectivement, qui sont, est-ce qu'on a si on a, après, j'ai eu des responsabilités, et prendre des responsabilités, ça me plaît. Mais qu'est-ce que j'aime le plus? Et est-ce qu'en tant que femme, j'ai une mission de prendre des responsabilités aussi pour être un modèle, parce que c'est important. Si on n'a pas de modèle, on n'y va pas. Parce que pour moi, ça n'a pas été très impactant, les modèles. Je dirais que j'ai eu des modèles hommes et ça ne m'a pas vraiment gênée. Mais, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir des modèles qui nous correspondent pour la majorité des gens, enfin, l'immense majorité des gens. On a est-ce que, jusqu'à quel point, si on peut, on doit faire, je dirais pour notre communauté, les femmes, ou est-ce qu'on doit faire ce qu'on aime avec un minimum de responsabilité? Voilà, ce sont des questions que je me pose et je ne sais pas si j'ai répondu au cahier des charges, mais je vais m'arrêter là pour laisser parler les autres. Merci Anne. Oui, alors il n'y a pas vraiment de cahier des charges très strict, mais ce qui est intéressant dans le parcours de Anne, c'est effectivement le fait de ne pas conscientiser tout de suite le fait qu'il peut y avoir des inégalités qui s'expriment, parce que très souvent, ça peut arriver que des fois, il y a un environnement scientifique favorable qui permet aussi de progresser. Il y a d'autres disciplines, nous on le sait sur l'établissement, c'est très dur aussi de progresser et de s'affirmer. Et ce qui est intéressant, c'est dans ton parcours, c'est de voir comment Anne, elle s'est servie aussi des responsabilités pour progresser. Et en même temps, tu nous dis très bien, et tu me l'avais dit, elle a été très longtemps adjointe, c'est-à-dire que maintenant, elle est directrice. Oui, mais j'ai fait directrice adjointe de labo, adjointe de l'école doctorale, j'ai été adjointe au LABEX, etc. Et donc, à un moment, la question s'était posée si j'étais adjointe ou pas adjointe. Et une femme de chimie, donc quelqu'un qui devait être directrice de son labo à l'époque, et nous avons un membre de son labo, 2 membres parmi l'assistance au moins en tout cas, m'avait dit mais Anne, il faut que tu te mettes en avant et tout, et puis bon, voilà, voilà. Mais bon, il y avait aussi des raisons un peu plus autres, mais c'est vrai que, mais globalement, j'ai toujours eu cette, enfin, voilà, je me suis pas trop posé de questions et puis je prenais ce qui me plaisait et puis après, je dirais que à un moment on peut prendre, mais après, ce qui est vrai, c'est que je pense que les femmes généralement aiment moins prendre les positions de pouvoir que les hommes et ont tendance à, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire, il se trouve que c'est souvent un homme. Eh bien, on se dit, on va le laisser faire, il le veut vraiment, moi je veux pour le bien, enfin, souvent, je caricature, mais nous, on est peut-être plus sur le bien collectif et moins sur l'envie. Je veux dire, je rêve d'être directeur de labo, j'avoue que
ça ne me dérangerait pas d'être directrice de mon labo, mais de là à ce que ça soit mon rêve dans la vie, je ne sais pas, quoi. Alors qu'on a certains, on a l'impression qu'ils en rêvent, quoi. Donc, du coup, on est prête à leur laisser la place. Ce qui aussi, c'était un peu ce que je disais, qu'est-ce que j'aime faire, mais est-ce que je dois prendre des responsabilités pour aussi être un modèle, ce qui est à la fois un peu peut-être prétentieux, mais quelquefois, est-ce qu'on doit toujours laisser la place ou pas, ou voilà, où est le juste chemin, et c'est pas toujours simple, voilà. Alors, on passe. Armand, je te laisserai réagir peut-être à la fin parce on va passer peut-être plus du côté de l'environnement des lettres, enfin des lettres de linguistique, enfin voilà tout. En fait, on est Lugien, un regroupement de 3 anciennes universités qui avaient aussi leur culture et c'est intéressant. Alors, c'est un environnement plus féminin hein, puisque sur le plan d'égalité du côté de Claudine, on a entre 65% et 70% de femmes dans les postes d'emploi. Et donc, peut-être, Claudine, déjà, sur ton parcours, puis on reviendra sur le mentorat après, mais on a de quoi échanger aussi sur la question du pouvoir, du rapport au pouvoir et le fait de s'autoriser à prendre ou pas du pouvoir et aussi dire que certaines femmes aiment le pouvoir, l'arbitrage et la régulation. C'est toujours la question qui est posée in fine sur les grosses responsabilités, mais on reviendra sur ce sujet. Peut-être, Claudine, sur l'expérience de ton parcours en lettres. Merci Sophie. Donc ce que je vais dire recoupe un petit peu merci hein, pour ce parcours qui est voilà, je me suis en partie retrouvée, pas tout à fait. Donc moi j'ai pensé les choses. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dites hein, aussi de façon un peu rétrospective. Parce que quand on est dedans, quand on est dans l'action, on ne se rend pas toujours compte. C'est ce que a dit un peu Anne aussi. Alors, ce que j'ai dit, d'abord, les éléments qui ont fait peut-être que je suis comme je suis maintenant, donc j'ai 61 ans, et donc 40 ans d'expérience professionnelle quand même derrière moi. Donc d'abord, la famille, tu as parlé, Anne, de la famille aussi. Je crois que c'était, pour moi, ça a été très important, c'est-à-dire que j'ai eu des figures maternelles et mes grands-mères et mes arrière-grands-mères et maternelles qui étaient féministes, au sens strict du terme. Donc, pour vous expliquer, ma grand-mère maternelle, par exemple, a été la première femme dentiste, chirurgien dentiste de toute la région PACA. Et à l'époque, elle voulait être chirurgienne et elle n'a pas pu parce que le métier n'était pas ouvert aux femmes. Donc, c'était pas quelque chose qui était affirmé dans des discours, mais qui était présent, qui a été présent toute ma vie d'enfants et de jeunes filles. Ma mère aussi était donc profession libérale. Je viens pas du tout d'un milieu je dirais, public et donc d'entrepreneuse quand même beaucoup. Ma grand-mère a été aussi la première femme à avoir le permis de conduire, donc c'était et tout ça me paraissait normal. Je le dis parce que je pense que c'est très important. Je me souviens, je vous donner des petites anecdotes pour illustrer. J'étais en 4e, je me souviens très bien, on était un groupe de copines et on se demandait bah, que fait ta mère, que fait ta grand-mère, tout ça. Et j'avais une copine qui disait bah, elle reste à la maison. Et j'avais donc 14 ans et je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et j'insistais en disant mais ça veut dire quoi à la maison? C'est quoi son métier à la maison? Donc j'étais quand même dans cet environnement-là et je crois que ça c'est important de le signaler. D'où on vient quand même par rapport à ça, les images qu'on a eues. Donc la famille, un milieu, j'ai 2 frères aussi, milieu d'hommes qui participaient de ça et qui étaient très, très admiratifs de leur femme et les femmes dans la famille avaient des positions économiquement supérieures. Et c'est mon cas aussi. C'est mon cas aussi dans mon couple. Donc je dis, il y a quelque chose qui se joue autour de ça. Et grâce aussi à ce milieu familial, j'ai fait des sports qui étaient à l'époque considérés comme des sports d'hommes. J'ai fait de la compétition en vélo de course. Donc le vélo de course, c'est aussi très, très physique et comme tous les sports en compétition, mais c'était dans un milieu masculin. Il y a eu aussi très important pour moi, peut-être plus que toi, Anne, du coup, parce que tu as parlé de figures hommes en chimie, en sciences. Moi, j'ai eu très tôt des figures féminines dans ce qui a été ma discipline et à l'université en linguistique, qu'on considère plutôt comme des sciences humaines et sociales que l'être vraiment. Enfin, c'est tout un débat scientifique. Donc, à l'université, des figures féminines, ma directrice de maîtrise déjà. J'avais eu un prix qui s'appelle le prix Bleustein-Blanchet, qui est le prix de la vocation, et c'est le prix, c'est Bleustein-Blanchet, c'est le père d'Elisabeth Badinter. Donc là aussi, un milieu, vous voyez,
qui dit des choses sur les engagements. Et puis, à ce prix-là, j'avais eu comme référente une dame qui s'appelle Dominique Schnapper, que vous connaissez peut-être, qui est politologue et qui est actuellement au Conseil constitutionnel, et qui m'a dit, qui a été un peu, ça n'a pas duré longtemps, hein, l'entretien, peut-être 20 minutes, une demi-heure, mais elle m'a dit des choses. La fille d'Aaron aussi. Donc, bon, voilà, vous voyez, des espèces de forces comme ça tout au long de. Et puis après, je suis partie au Canada. Je suis partie au Canada faire ma thèse aussi. Et là, j'ai été une directrice de thèse qui est une des plus grandes, en fait, sociolinguistes, on peut dire, voilà, aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça m'a marqué. Et puis, j'ai aussi. Alors, tout ça a fait que j'ai pratiqué différents métiers. J'ai été prof d'abord en éducation nationale, collège, lycée, lettres classiques. Et puis, j'ai démissionné parce que c'était trop peu pour moi. Enfin, trop peu. C'est pas du tout négatif hein, ce que je dis, mais j'avais besoin de me prouver des choses. Et du coup, je suis rentrée au ministère de la Culture et là aussi, c'est un milieu d'hommes responsables. Hein, on le sait, c'est beaucoup questionné les artistes responsables des centres chorégraphiques, des centres culturels, des théâtres nationaux, etc. Ce sont des hommes. Mais on m'a tout de suite donné des responsabilités dans le milieu de la danse pour lequel j'ai travaillé. Et après, j'ai travaillé aussi à Toronto, où j'étais donc au ce laboratoire pendant toute ma thèse, pendant 3 ans, où j'ai eu des responsabilités aussi que j'ai acceptées. Hein. Alors, il y avait un truc, c'était, je sais pas Anne si tu as fait ça, mais chaque fois qu'on me proposait un truc, je disais oui, je savais pas du tout où ça m'amenait. Et je pense que cette confiance-là, elle vient de ce socle. Je disais, bon, je verrai bien, de toute façon, voilà, j'y vais, on verra ce qui se passe. De toute façon, ça peut être que positif, on verra. Donc ça aussi, ça joue, c'est-à-dire le socle que j'ai eu dans mon enfance et adolescence, c'était très très fort pour moi. Et puis le choc, alors moi, il est venu beaucoup plus tôt, c'est pas quand j'ai été prof. J'ai été recrutée comme maître de conf, 97, à l'Université d'Avignon. Et là, je suis tombée dans un directeur de laboratoire qui aujourd'hui, je pense, est pour être poursuivi. Donc, vraiment sexiste, et qui détenait tous les pouvoirs, c'est-à-dire laboratoire, UFR, département, vice-président, enfin tout, tout, tout. Moi, quand j'ai vu ça, c'était insupportable pour moi. Et donc, on est rentré en gros conflit. Je travaillais déjà sur des questions, ah oui, parce qu'il y a un petit point qui est important, c'est que, donc, d'un point de vue du genre, j'ai pas vécu, comme je viens de le raconter, la discrimination, mais je l'ai vécu d'un point de vue plus social, parce que du côté de ma famille, il y avait eu du déclassement social, donc il y avait cette part-là, un peu qui était un peu tabou. Et donc, j'ai quand même travaillé beaucoup en sociolinguistique sur les questions de discrimination. Ça a rejoint après les questions de genre. Et cette question de discrimination, donc, je ne l'ai pas supportée au laboratoire à Avignon. Et je suis rentrée complètement en résistance en montant un groupe de femmes. Et j'avais dit, je voyais bien, on avait fait des groupes stratégiques d'analyse pour voir comment on pouvait lutter contre cette domination. Jusqu'au moment où on est monté jusqu'à la présidence, où en fait, il y avait alliance entre le laboratoire et la présidence, donc on n'a pas pu aller contre. Mais on a lutté beaucoup et on s'est dit, on va perdre, mais on va y aller jusqu'au bout. Et la plupart des femmes, on a passé à ce moment-là notre HDR, ça nous a énormément motivés. Tout le monde a quitté finalement le laboratoire à Avignon et a eu des postes ailleurs en tant qu'HDR. Donc, cette motivation-là de lutte, on aurait pu vraiment finir en burn-out, hein, toutes, je pense. Et donc, il y a eu une alliance, une force. Donc, au moment où j'étais maître de conf. Mais je dois dire que ça m'a beaucoup éprouvé. Quand je suis arrivée à l'UGA, je me suis rendu compte à quel point, quand on me parlait gentiment au Lidilem, qui est un laboratoire franchement extraordinaire, donc le laboratoire de linguistique, je me demandais pourquoi les gens étaient gentils quand même. Hein. Donc, il a fallu se remettre de ça. Vous voyez, je suis encore émue de cette période-là. Ça a duré 13 ans, donc c'était quand même une période très difficile. L'avantage que j'ai eu, c'est qu'en luttant comme ça, je n'ai pas pu avoir de poste de responsabilité. Ça me mettait hors de moi. J'ai développé, donc à l'extérieur de l'université, vraiment, j'ai eu grâce à ça, enfin grâce à ça, pas grâce à ça, mais j'ai pu développer ailleurs donc des postes à responsabilité, des projets de recherche à responsabilité, projets internationaux, ANR, etc., avec responsabilité d'équipe. Et là, c'est là que j'ai développé quand même une capacité, je pense, avec tous les boulots que j'avais fait avant, de direction d'équipe et de management d'équipe. Donc voilà comment ça s'est joué pour moi, cette force-là que j'ai pu développer. Au Lidilem, c'est un environnement extraordinaire, voilà, même par rapport aux questions de genre.
Et ça aide énormément d'être évidemment hein, dans un environnement bienveillant. Et finalement, j'ai pas pris de grosses responsabilités institutionnelles parce que tout ce travail que j'ai fait à Avignon pendant des années au sein des grosses équipes de recherche, j'ai plutôt développé un gros travail de recherche avec des réseaux internationaux qui fonctionnent très bien aujourd'hui, beaucoup de doctorants. Et j'ai mis mon énergie à développer la responsabilité autour de projets de recherche où il faut se battre aussi, même au niveau européen, je dirais aussi au niveau européen. Quand on voit les responsables de projets européens ou les responsables d'équipe au sein des projets européens, là aussi, il faut se battre beaucoup. Donc, j'ai plutôt développé mes compétences là. Et ce que je crois, c'est que moi, j'ai toujours fait le lien entre ma recherche, travaillant sur les discriminations, et l'action que je pouvais avoir contre les discriminations, et notamment les discriminations genrées. Ça a toujours l'un alimenté l'autre. J'ai donné beaucoup de formations aussi. Ça sert énormément à la fois à ma recherche et ma façon d'être dans des moments dans des postes à responsabilité et d'engagement. Et puis pour le mentorat, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, Sophie, ou on va après, ou juste un peu le lien au moins. Vas-y, si tu veux enchaîner, Oui. il n'y a pas de Oui, souci. le lien, donc c'est vraiment autour de ces questions de genre. On avait travaillé ensemble avec Sophie sur une ANR et on se connaissait, donc travaillant aussi au laboratoire sur des questions donc, de discrimination, notamment discrimination genrée. Et cette proposition d'être référente du mentorat, je dois dire, j'ai trouvé enfin, Sophie a beaucoup de flair, on va dire, pour bien placer les gens là où il faut. Et ça me convient tout à fait. C'est-à-dire que c'est à la fois beaucoup d'écoute, d'empathie évidemment, de compréhension, et puis de lien à faire avec les gens tout en cadrant, tout en manageant, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. En même temps, c'est un lieu où j'ai vraiment été surprise de voir, ça je l'ai dit Sophie, à quel point il y avait quand même des parcours vraiment difficiles, vraiment blessés, où les ressources, à la fois individuelles, systémiques, collectives étaient brisées. Et donc on a énormément de colère, le sentiment d'injustice et de colère. Et je crois qu'il faut réparer beaucoup tout en même temps. C'est-à-dire confiance en soi, réparer toutes ces questions de colère, et puis donner aussi un petit peu des ouvertures d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire systémique. Parce que tout va ensemble, quoi. On ne peut pas simplement, on le sait, hein, sur ces questions-là, c'est à la fois individuel, collectif et systémique. Donc tout le travail qui est amené, c'est ce qui est fait là avec Sophie à tous les niveaux. C'est fait à tous les niveaux. Donc moi, j'ai vraiment trouvé aussi là ma place parce que ça combine tout ça. Et c'est vrai, pour Anne, pour aller dans le sens de ce que tu disais sur on a envie de pouvoir. Moi, j'adore le pouvoir, mais au bon sens du terme, j'adore être à responsabilité, j'adore organiser, j'adore manager, j'adore ça. Ce qu'on appelle le pouvoir, avec souvent un côté négatif, c'est pas évidemment ce qui m'intéresse le plus. Mais je sais que j'ai envie, c'est pour ça que peut-être dans les gros postes à responsabilité, j'ai ce manque-là. Je pense que j'aurai ce manque-là. C'est la question de la proximité et du lien avec vraiment le niveau plus personnel et individuel. Et ça, j'en ai besoin, c'est ce que je fais j'ai écrit mon HDR qui s'appelle une sociolinguistique du sujet. Donc c'est parce que j'ai besoin de ce lien-là entre le sujet et le collectif. Voilà, donc c'est pour ça que ce poste de mentorat, je le trouve, ce poste de référent du mentorat, pour moi, me convient tout à fait, parce qu'il allie toutes ces dimensions-là. Voilà. Merci J'espère beaucoup. que je n'ai pas trop parlé. Non, on est toutes très bavardes, donc j'essaye Mais en tout cas, merci beaucoup pour le témoignage sur ta trajectoire très dense. Et puis, on voit bien le passage, comme certains d'entre nous, à l'international qui est important et au Canada. Merci d'avoir évoqué très ouvertement la question des ambiances sexistes au travail qui nuisent aux carrières. Comme tu le sais, le dispositif de signalement accompagne toute cette politique de l'égalité où on voit bien que ça... Tu parlais de souffrance sur le vécu, le mal-être qu'on peut ressentir sur les carrières, les avancements, les projets, la reconnaissance d'un établissement sur l'investissement de chacun et chacune. Et
quand on est dans ces environnements collectifs, hein, d'ambiance sexiste, où une personne ou plusieurs peuvent nuire à un collectif, à l'évolution pour des raisons misogynes, hein, il ne faut pas tourner autour du pot, ça, c'est voilà, c'est plus tolérable. Donc, c'est vrai que tous ces outils, ça sert aussi à avancer sur ces sujets-là, bien qu'on sait que c'est perfectible, améliorable, etc. Mais en tout cas, merci de l'avoir évoqué parce qu'on sait que effectivement, comme tu le dis, si cette résistance ne s'était pas mise en place par le collectif que tu as fait ou par des réseaux ou par une écoute qui peuvent être faits. Alors, sur les postes de responsabilité, on pourra en discuter des heures parce que les vice-présidents des ressources humaines et moi-même sommes dans une attention quotidienne et sur une hyper-écoute et nous sommes en vigilance nous-mêmes pour ne pas nous laisser s'aborder par les écoutes. Mais on a peut-être la qualité ou le même défaut tous les deux de jamais refuser un rendez-vous. Donc, effectivement, on a beaucoup de monde qui passe et on écoute beaucoup de monde pour justement être dans une qualité d'attention et pas être des vice-présidents hors sol et déconnectés de la vie de nos collègues et de leur envie d'aller plus loin. Donc, je trouve que c'est très important que tu aies souligné ça. Et puis, le programme mentorat, c'est la 2e année, ouvert aux enseignants-chercheurs, contractuels, titulaires, avec une très belle expérience l'année dernière. Et du coup, on a proposé qu'il y ait vraiment une pérennisation avec un poste nommé, donc Claudine, pour s'occuper du programme de mentorat, en lien avec ma vice-présidence, mais c'est aussi pour pérenniser le fait qu'il y ait un dispositif qui ne remplace pas la lutte contre les inégalités structurelles dans l'établissement, mais qui est un dispositif, alors, pas uniquement d'écoute, d'appui, mais aussi qui donne des outils. Et grâce au travail de la relation mentorale, ça permet d'avancer. Mais il fallait une chef d'orchestre avec un parcours d'expérience et ça fonctionne bien. Peut-être, Armand, tu peux témoigner sur l'ensemble parce que vu tout ce qui s'est dit, je pense que ta trajectoire fera écho aussi avec les 2 témoignages précédents. En fait, vous me voyez un peu bouger parce que j'essayais justement de remettre un peu ce que Claudine et Anne ont dit, mais vraiment avec beaucoup de justesse, hein, sincèrement. Merci beaucoup. Et on voit toujours, quand on aborde ce genre de dynamique quand on est femme, ça rencontre des moments où, en termes émotionnels, ça a été compliqué. Voilà. Et ça, merci aussi de pouvoir témoigner de ce point de vue. Alors, j'étais en train de prendre 2 notes pour ne pas oublier. Voilà, donc, alors, comme vous l'avez fait peut-être, je vais reprendre des points qui sont importants. Moi, je suis issue d'une famille qui globalement est une famille aux revenus très, très, très modestes. Hein. J'avais des parents salariés, mais qui sont des parents qui avaient des valeurs extrêmement fortes. Donc, maman travaillait en hôpital, papa à la poste, voilà. Enfin, poste et télécommunications à l'époque. Mais des parents qui avaient des valeurs très fortes autour du travail, autour de l'effort, autour de l'honnêteté, de l'engagement. Et ce sont des valeurs dans lesquelles j'ai baigné très tôt. Et puis, maman était corse et papa était breton. Donc, on avait à la maison 2 figures d'autorité. Une de Bretagne, une de Corse. Et pour le coup, et dans un milieu aimant, voilà, dans lequel la question de l'indépendance, tout autant que la question de participer au groupe, on était une famille très soudée, hein, ce sont des valeurs fortes. Et je pense, comme le disait très justement Claudine tout à l'heure, là où on a grandi, et ensuite les rencontres que l'on a faites, nous donnent aussi, je dirais, quelque part une force. Et une dynamique. Et il me semble que globalement aussi, pour progresser, il faut avoir un peu de caractère. Hein, voilà. Et puis, quand on y croit, ne rien lâcher. Voilà. Ça, c'est peut-être le premier point sur lequel il me semble... Après, moi, j'ai mis du temps à arriver aux hautes responsabilités
Mais dans le même temps, j'ai toujours, j'ai été déléguée de classe, j'ai été, quand j'étais en scolaire, alors même si mon milieu d'origine à l'époque, hein, moi je suis née en 53, donc mon milieu d'origine à l'époque nous prédestinait plutôt à aller en CEG, en collège d'enseignement général, pour aller vers le technique et le professionnel. Et je pense qu'un peu, voilà, l'attitude qu'on peut déployer et la force que donnent les parents font qu'à un moment donné, ben non, on intègre plutôt le collège et le lycée. Et du coup, j'ai toujours eu un peu cette propension à être avec mes camarades, à les écouter et puis à les représenter aussi. Étudiante, j'ai aussi… alors moi, je suis issue des STAPS, mais dans les STAPS, j'ai aussi j'ai fait un pas de côté, puisque ce qui m'a intéressée, c'était de travailler avec des enfants et des adolescents à besoins spécifiques, toutes les formes de handicap. Voilà. Pour me poser la vraie question de comment on progresse à travers cette activité qui s'appelle l'EPS, voilà, l'éducation physique et sportive. Vous voyez. Et puis dans ce milieu très sportif, j'ai choisi plutôt de la création artistique, voilà, et donc les arts corporels. Voilà. Donc je pense que j'avais toujours envie aussi un peu de dissonance, de pas de côté. Et ce sont peut-être toutes ces choses-là et cette liberté que m'ont donné mes parents et les rencontres de profs que j'ai faites qui font qu'à un moment donné, j'ai débuté ma carrière comme professeur du second degré, mais je suis rentrée tout de suite à l'université et j'y ai au fond endossé des responsabilités qui me paraissaient naturelles à l'époque. Voilà. Être responsable de concours, devenir jury de concours, participer à l'écriture des programmes en EPS, voilà, des choses qui étaient intimement liées. Et dans cette dynamique-là, comme le disait Claudine aussi, j'ai pas nécessairement, et Anne surtout, j'ai pas rencontré au fond, dans un premier temps, de difficultés. Voilà. C'est lorsque j'ai choisi de devenir, donc comme j'étais à l'université, je me suis dit quand même que il fallait que je sois dans une dynamique où je sois bien à ma place. Étant dans l'enseignement supérieur et la recherche, je me suis dit qu'il était important voilà, que je fasse une formation à la recherche et puis que je me mette dans une dynamique d'enseignante-chercheur et dans cette dynamique aussi d'accéder à un poste de maître de conférence et puis ensuite plus tard de professeur d'université. Et là, en effet, les choses se sont jouées de manière un peu différente, comme le disait Anne tout à l'heure, et y compris avec cette misogynie. Les choses se sont jouées différemment aussi lorsque voilà, on prend des responsabilités dans une grande conférence des directeurs et directrices de STAPS. Enfin, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a un moment où les fonctions deviennent de plus en plus stratégiques. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Sophie. Et quand ces fonctions deviennent stratégiques, elles sont assez trustées par les hommes. Donc, les responsabilités sont venues naturellement, mais dans le même temps, sincèrement, je me suis investie sans compter dans mon université. Mais lorsque j'ai pris des responsabilités d'un point de vue collectif, administratif, je ne l'ai pas fait parce que j'aimais plus être enseignante ou chercheur. J'ai adoré. J'ai passionnément adoré le fait d'être enseignante, le fait d'accompagner des jeunes, de les aider à s'émanciper par le savoir. Enfin, voilà, transmettre et la transmission, voilà, ça m'a donné un bonheur absolument absolu. Et cette idée aussi qu'on doit se réinventer tous les ans. La page blanche, voilà, l'innovation. Et même chose quand je suis allée faire cette formation et par la recherche, j'aimais cette exigence, cette rigueur des démarches, enfin, la question de l'opiniâtreté un peu du chercheur, et puis cette idée qu'il faut avoir une ouverture d'esprit et penser autrement aussi pour faire de la recherche. Donc, sincèrement, ces métiers sont des métiers de création. Je m'y suis accomplie, j'ai adoré, mais j'ai eu envie à un moment donné, voilà, de
de mieux maîtriser un peu et de mieux comprendre là où j'exerçais mon métier. Et en particulier, j'avais une appétence assez forte sur tout ce qui est approche ouverte des systèmes, comprendre le système éducatif, comprendre l'enseignement supérieur et la recherche, comprendre les mécanismes de gouvernance, les enjeux en termes de politique éducative. Alors, ce n'était pas du tout mon sujet, parce que moi, de recherche, puisque j'étais plutôt sur les sujets de contrôle moteur et de physiologie du mouvement. Voilà, j'en étais vraiment passionnée. Et puis, toujours passionnée d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Je suis curieuse, en fait. Voilà. Alors, du coup, je suis sortie de ma discipline. À un moment donné, voilà. Même si elle est pluridisciplinaire, elle est hyper riche. En fait, on a toutes les disciplines qui sont regroupées autour d'objets voilà, qui peuvent être communs. Je suis sortie de mon UFR. Donc, j'ai été directrice du FR, voilà, j'ai été directrice de labo, j'ai été directrice adjointe d'école doctorale. Enfin, voilà, j'étais responsable d'années, responsable de diplôme en L et en M. J'essayais un petit peu de sortir un peu de tout ça et puis à un moment donné, sortir de mon université aussi et puis naviguer entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Et en fait, ce que je me dis, au fond, dans tout ça, c'est que même si j'ai mis du temps, toutes ces expériences, elles ont fait sens lorsqu'il s'est agi de basculer, je dirais, sur un poste à très haute responsabilité, puisque c'est haute fonctionnaire, celui de rectrice, puisqu'on est nommé par le président de la République. Alors, j'ai tout aimé, voilà, et j'ai été curieuse. Peut-être deux leviers. J'ai fait des super rencontres. Mais vraiment, quoi. Enfin, et surtout, j'en ai profité. C'est-à-dire qu'à la fois, on m'a donné, j'ai profité de ces accompagnements de manière assez humble, mais beaucoup. Alors, tout à l'heure, vous le disiez, après, moi, je suis d'une génération où les rencontres que j'ai faites et qui m'ont permis d'aller plus loin, ce sont des hommes. Et en particulier, voilà, on a un homme qui est un recteur, le recteur Boissineau, qui a eu un rôle absolument fondamental aussi sur le fait que les fonctions de recteur se féminisent avec les rectrices. Et il a été un grand pourvoyeur de collègues qui voilà, ont été appelés, puisqu'on ne se propose pas, on est appelés dans une dynamique pour pouvoir féminiser, je dirais, ces fonctions de rectrice. Donc, j'ai fait des rencontres formidables, éclairantes, toujours très déterminantes. Moi, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser quand on est femme d'avoir été aidée par un homme. Comme je le disais, et souvent, j'ai une collègue qui nous disait les hommes, au fond, ils réussissent grâce aux hommes. Donc, nous, on ne va pas culpabiliser parce qu'à un moment donné, on peut réussir parce qu'on a été accompagné par des hommes. En revanche, la question que posait Anne tout à l'heure, oui, il faut avoir des exemples quand même. Si on a des exemples de femmes dirigeantes auprès de nos jeunes filles, tout jeunes, parce que la question de la prise de parole, de prendre des responsabilités, ça se fait aussi très jeune et c'est important que ça se fasse très jeune. Et puis des exemples pour les jeunes femmes qui sont dans des débuts de carrière. Je pense que cette question-là, pour moi, est essentielle aussi de bénéficier, non pas de modèles, mais au moins d'exemples de femmes qui réussissent dans des postes à responsabilité. Ce que je crois aussi, c'est que peut-être aussi pour manager le mieux possible, oser et apprivoiser le doute, les femmes aussi pour arriver dans des postes à responsabilité, et moi ça a été vrai aussi, sur tous mes postes. J'ai énormément travaillé. Voilà. Énormément travaillé.
et je ne suis pas sûre que ça soit uniquement une question de légitimité. Parce que je me posais peu souvent au départ la question d'aller plus loin et de prendre une nouvelle responsabilité. En revanche, il me fallait, pour prendre des décisions politiques et des décisions qui étaient pesées, maîtriser différents aspects, et notamment y compris techniques, des sujets que je portais dans ces différentes responsabilités. Ce qui était vrai avant était vrai quand je suis devenue rectrice. Alors, parfois, ce travail va être reconnu et au fond, voilà, on va compter sur vous parce qu'on sait que grâce à ce travail, vous allez porter des projets parfois même complexes. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on est souvent respecté pour ça, mais il ne faut pas se prendre modèle pour demander aux équipes voilà, d'être dans la même dynamique. Donc, il faut aussi, à un moment donné, avoir une bienveillance et être, je dirais, très sensible et vigilant sur la manière dont on peut piloter aussi les équipes. Les femmes ont moins d'opportunités, donc je pense que lorsqu'il y en a qui se dessinent, il ne faut pas les laisser passer. Voilà, il faut vraiment voilà, pas se poser trop de questions non plus. Le doute, c'est bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà. Et puis, pas se donner de limites non plus. Au fond, au fur et à mesure qu'on avance dans les responsabilités, on en prend de plus en plus des hautes et on a apprivoisé tout ça. On se sent plus à l'aise dans les responsabilités, on se pose moins la question de la légitimité et puis on fonce, c'est Claudine qui disait, je crois tout à l'heure, on fonce, on avance et on le fait avec ce qu'on est, avec son cœur. Il me semble aussi que il faut être ambitieuse, voilà, légitimement. Tout à l'heure, Claudine disait que elle aime voilà, être dans cette dynamique autour d'être au fond un peu le chef, la patronne. Donc moi, j'ai été patronne de plusieurs académies et régions académiques. J'ai eu jusqu'à 5,6 milliards de budget à gérer et 80 000 personnels quand même. Enfin bon, voilà, on ne s'imagine pas, voilà. Et en fait, ce que je crois, c'est que dans cette dynamique, voilà, il faut faire les choses le plus sereinement possible, mais faire les choses parce qu'aussi on les aime. Et ne pas rester non plus dans des fonctions dans lesquelles on peut s'ennuyer, ne pas hésiter à faire un pas de côté, aller voir ailleurs ou rester à l'endroit et essayer de penser autrement, les missions, les fonctions, faire des propositions aussi. Voilà, moi, j'ai adoré piloter une académie et une région académique. Mais je l'ai fait parce que j'avais le sentiment d'y être utile. Je suis passionnée par le service public, le système éducatif, par le fait que grâce au système éducatif et à l'enseignement supérieur, la recherche, eh bien, on emmène les jeunes voilà, à s'émanciper, à trouver sa place dans la société, trouver sa place dans l'emploi, et qu'il n'y a rien de plus beau d'éveiller des consciences, d'accompagner surtout celles et ceux qui peuvent rencontrer des difficultés et faire au mieux vis-à-vis d'un ascenseur social qui peut être en panne. Donc voilà pourquoi au fond j'ai aimé ces fonctions de dirigeante et de haute, voilà, de haute fonctionnaire. Après, et je conclurai là-dessus, j'ai rencontré quelques discriminations, de la misogynie. Bah, en fait, je l'ai traité par l'humour, quoi. Je l'ai traité voilà, en essayant chaque fois de désamorcer les choses. Une femme qui a du caractère, souvent, ça devient un défaut, alors que c'est une super qualité chez les hommes. Donc, j'ai toujours fait attention à avoir un style de management
qui soit très inclusif, qui pense à chacune et à chacun. Moi, en même temps, sincèrement, j'ai jamais cédé. S'il faut être pugnace, il faut être pugnace. Hein. Et je crois que c'est important aussi de montrer qu'on peut avoir de la souplesse et en même temps de la fermeté, et que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les hommes, les femmes, et les amener au fond dans des processus de changement, parce que peut-être que ce qui a fait mon identité aussi, c'est cette idée que j'ai toujours essayé de voir quelles sont les transformations indispensables pour toujours aller plus loin. Voilà, et juste penser qu'on acquiert des codes, qu'on acquiert des connaissances, si globalement on persévère beaucoup. Et voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « on se lasse de tout sauf de comprendre », c'est Virgile. Et je me dis qu'au fond, la quête, elle n'est toujours pas terminée, et c'est ça qui est génial, quoi. Et que peut-être c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut aller vers des responsabilités toujours plus hautes, sans nécessairement se mettre dans un cercle dans lequel on dit qu'on n'est pas légitime. On se pose des questions. Mais comme je le disais tout à l'heure, le doute, ça fait avancer et ça doit rester une force. Ça ne doit pas, à un moment donné, nous mettre dans une situation d'impuissance à agir. Voilà. Merci Armande. Merci à tous. Juste une chose quand même, qui est voilà. importante. Non, juste une. Quand on prend des postes à haute responsabilité, quand même, on se retrouve sous le feu des médias. Notre parole, ce n'est pas n'importe laquelle. Et sincèrement, ça peut être extrêmement violent. Ça peut être extrêmement violent. Voilà. La question de la médiatisation, la question de faire attention à ne pas prendre en compte aussi tout ce qu'on dit sur soi, parce que c'est la fonction et ce n'est pas la personne. Il faut être un peu blindé quelque part quand même. Donc, voilà. Et puis être entouré, Claudine l'a dit, moi j'ai un mari exceptionnel. Voilà. Je me suis mariée tard, mais j'ai un mari vraiment exceptionnel, et l'entourage aussi, il fait pour beaucoup. Et tout à l'heure, je l'ai dit, indispensable d'avoir un réseau. Voilà. Et d'un réseau ou des réseaux dans lesquels, globalement, on peut avoir une parole qui n'est pas contrôlée, et on sait qu'elle va être bien reçue. Alors, merci Armande, hein, c'est très riche toutes les trois. On avait fait ce webinaire sur les trajectoires, et on voit bien quand même, il y a des faits structurants qui sont le rapport à un moment donné à l'institution de manière directe ou indirecte, donc soit en étant investi dans la vie collective, en devant s'investir sur la vie collective parce qu'il y a un problème, et donc on va les comprendre, les institutions. Et en fait, je dis ça aussi parce que dans le tour de Zoom, je vois qu'il y a des jeunes et des plus confirmés. Et dans les plus jeunes aussi, c'est peut-être ce travail aussi, on voit bien qu'il y a eu des figures qui nous ont aussi conscientisés sur notre environnement de recherche, à la fois dans les enseignements qu'on aurait à faire, dans la recherche, mais aussi sur l'institution. Et c'est vrai que peut-être il y a quelque chose qui est en train de s'effilocher. C'est pour ça que le réseau est important, mais aussi qu'on parle des cadres que peuvent fournir les établissements pour expliquer sur l'arrivée de jeunes collègues, ou sur les points de carrière, comme maintenant les ressources humaines ont mis ça en place, nous, dans l'établissement, pour envisager aussi que dans un parcours d'enseignants et d'enseignantes chercheuses, de chercheurs, il y a à un moment donné cette question de la prise de responsabilité. Alors, sur un programme de recherche, peut-être sur des enseignements, c'est envisagé, mais sur la vie collective de l'établissement, sur le contour aussi qu'ont ces responsabilités, sur ce qui peut plaire, ce qui peut moins plaire dans la prise de responsabilité, parce qu'effectivement, il y a une prise de risque, il y a des doutes, c'est difficile, et puis plus on monte, plus on est confronté à des sujets, et sur certains sujets que je porte, vous imaginez bien que le combat quotidien est rude, mais il y a autre chose qui anime quand même ces engagements. Il y a de l'ambition, comme c'était indiqué, et c'est vrai, peut-être, moi j'aimerais bien aussi, maintenant qu'on a un peu fixé le cadre sur ce premier webinaire, il y en aura certainement d'autres, peut-être laisser la parole aux personnes qui ont des questions dans le tour de Zoom, parce qu'effectivement, on présente des carrières un peu
d'happy few, c'est-à-dire des personnes qui ont réussi, qui sont très moteurs, c'est ce qu'on voulait, un côté très girl power qui s'affirme. Et en même temps, ça peut faire peur aussi en se disant, on n'a peut-être pas, nous, toutes les capacités de faire ça, et comment une institution aussi ou un établissement peut proposer des leviers pour se dire aussi que, bah oui, c'est légitime qu'une femme soit en responsabilité, que la question du pouvoir, il n'est pas que négatif, comme disait Claudine, il y a plein de ressorts qui permettent de faire des actions et que c'est à la portée de toutes et de tous. Et c'est vrai qu'il y a des fois des environnements pour lesquels être responsable d'un programme de recherche ou d'une responsabilité ou qu'on ait des passerelles ou des outils pour être sur ces dynamiques-là sont un peu bloqués collectivement. Après, individuellement, c'est aussi voilà, être dans cette conscientisation que dans les fonctions qui sont amenées à être les nôtres, à un moment donné, il y a une prise de responsabilité. Et cette prise de responsabilité, elle est voilà, à différents niveaux. Mais on pourra en reparler. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le tour de Zoom pour les intervenantes, nous-mêmes, je ne sais pas. Ou pas. Pendant que les questions, est-ce que tu crois que je pourrais dire juste quelque chose sur les rectrices et recteurs? Ah, ça va alors. Lydie, Oui, Lydie. on ne t'entend pas, Lydie. Oui, moi, j'ai pas une question, j'ai juste une remarque. Merci pour les interventions, j'ai trouvé ça très intéressant. En particulier, moi, j'ai jamais eu à souffrir d'aspects sexistes, en tout cas au niveau institutionnel, donc j'ai été assez intéressée par apprendre que c'était vraiment le cas. Enfin, apprendre, je le sais, mais apprendre comment c'était vécu. Toutefois, moi, ce que je constate actuellement, c'est que donc je suis dans une UNFR d'informatique où les femmes sont peu représentées. Et un certain nombre de mesures mises en œuvre par l'UGA induisent des difficultés pour nous les femmes. C'est-à-dire que quand on demande 50% de femmes dans les conseils, dans les trucs de recrutement, dans les machins, et ben ça veut dire que ce sont des femmes qui n'ont pas forcément envie de faire ça, qui vont devoir s'y coller. Et donc ça nous met dans des difficultés extrêmement compliquées. À tel point que, par exemple, typiquement sur des listes étudiants, elles sont refusées parce qu'il n'y a pas assez de filles. Et du coup, les étudiants ne sont pas représentés dans les conseils. Donc, en voulant aider les femmes, on les met parfois dans des conditions difficiles. Donc voilà. Merci Lydie sur les contre-coups de la parité qu'on connaît alors à la fois du côté sciences mais aussi lettres où il y a peu d'hommes et qui sont confrontés au même problème. Mais peut-être que Claudine voulait dire ça, je te laisse la parole. Oui, c'est ça, Sophie. Je voulais dire que finalement, comme c'est les hommes qui doivent être surreprésentés, les femmes sont effacées. C'est paradoxal, c'est-à-dire que si on demande effectivement de parité, les hommes sont beaucoup plus demandés que les femmes, donc ils sont beaucoup plus visibles que les femmes, alors qu'ils le sont déjà. Donc finalement, je dis d'un côté ou de l'autre. Tu vois ce que je veux dire, Lydie? Non, je n'ai pas compris. Bah, si tu veux, ce que tu dis, c'est que toi, finalement, les femmes sont beaucoup demandées, donc beaucoup représentées. Non, pas beaucoup représentées, beaucoup sollicitées. Oui, c'est ça. Non, mais quand on n'a que 20, tu vois, typiquement en maths. Ce que je veux dire, c'est que chez nous, les femmes sont beaucoup moins sollicitées, beaucoup moins visibles. Oui, mais on ne cherche pas à être visible, on cherche à faire le job. Et quand tu vois qu'à l'UFR de maths, il n'y a pas un seul prof femme et qu'on demande 50% de femmes présentes dans les conseils, bah, ce n'est pas possible. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que si c'est toujours le même nom qui revient sur l'Écosse, par exemple, et que c'est toujours un sociolinguiste homme, l'image et la visibilité des femmes sociolinguistes, elle est moindre. Ce n'est pas une question de job, c'est aussi de représentation aussi au sein de la discipline. C'est rigolo parce que tu vois, je vois très bien ce que tu veux dire, mais le point de vue est différent. Mais finalement, mais en attendant, nous, on a des femmes qui sont en burn-out parce qu'on leur demande plus de choses. Bien sûr, je suis d'accord. Mais c'est pas ce que pour Claudine, je comprends, en tout cas, si j'ai bien compris ce que voulait dire Lydie, c'est que par exemple, on va nous demander de faire un certain nombre, d'être membre du jeu, de faire président du jury de thèse tous les 4 matins. Par exemple, moi, je fais énormément de jury de thèse depuis qu'il faut qu'il y ait la parité. Et donc, je suis prise comme locale parce que, bon, on va prendre, je caricature, des référies. J'ai bien compris. Et du coup, il faut que je fasse… Bon, alors, je maîtrise, j'ai un stock de rapports de jury de thèse de A à Z, mais
Et du coup, ça sollicite beaucoup. Mais et du coup, s'il y en a très très peu ou si elles n'aiment pas ça, comment est-ce qu'on le Bah, fait vivre et Alors, ce qu'on peut dire, qu'ont fait les hommes, nous, que font les hommes, nous, à votre avis? Puisqu'ils peuvent pas, ils refusent. Ils refusent complètement. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, des dérogations. Bah, tu vois, pour les listes, typiquement, la seule dérogation qu'il y a, c'est elles sont vides. Il n'y en a pas. Oui, mais pourquoi les hommes ont eu droit aux dérogations? Ah, mais ça, Regarde, je ils saurais pas refusent, dire. ils refusent, ils refusent. Ils refusent d'être sur 10 COS ou sur 10. Ils Oui, refusent. bah, nous aussi, moi aussi, je refuse. Mais ça change rien au problème qu'on est super sursollicité par rapport aux collègues. Oui, mais Et si je tu trouve que c'est pas juste. Oui, mais ce que Enfin, je veux te dire, c'est que pourquoi d'un côté les hommes en sciences humaines et sociales ou en lettres arrivent à contourner le truc et que tu es en train de me dire que les femmes sont en burn-out? bah, parce que les femmes, elles font, grâce à ces séminaires où on dit oui, il faut que les femmes soient à égalité, machin, elles se sentent dans l'obligation d'incarner le machin, le modèle, le truc. Et donc, je trouve que c'est un peu à D'accord, double tranchant. je suis bien d'accord. Juste pour Lydie et Claudine, pour réagir par rapport à ça, donc c'est juste pour rappeler que les directives sur la parité professionnelle, ça fait partie aussi de notre culture de l'égalité alors dans la société et c'est pas qu'à l'UGA. Voilà, donc c'est globalement, c'est quelle société on veut. Et par contre, moi j'ai souvent des appels au moment des COS, puisque je m'occupe de la sensibilisation au biais de genre des COS, et effectivement, pas tout le monde peut avoir la parité dans les candidatures, dans la représentation, etc. Et on rappelle à chaque fois que c'est tant faire que se peut. Donc, effectivement, il y a des fois, il y a des Mais dérogations parce que la parité ne peut pas avoir lieu. En maths, ouais, mais je connais bien attends. l'UFR de maths qui est souvent confronté au problème puisqu'il n'y a plus qu'une seule femme et qu'elle part à la retraite et qu'elle est sursollicitée, y compris au niveau national. C'est effectivement refuser ou dire, ben voilà, on n'a pas pu faire la parité pour Ouais, des mais questions de ouais. disponibilité. Alors, Pas tu peux d'injonction, mais m'expliquer d'obligation. pourquoi les listes d'étudiants qui n'ont pas pu avoir la parité se sont fait jeter? Ça, je sais. Ça, alors, Tu vois? Et toutes les listes qui n'avaient tu vois? je Il note. y a l'idée de dire que les listes, pour les prochaines élections là, conseil du FR patin couffin là, toutes celles qui n'avaient pas la parité ou qui n'avaient pas alternance homme-femme se sont fait jeter. Alors, Donc il y a un vrai problème, c'est qu'à un moment, on va, mettre la démocratie après la parité. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu à l'UFR. C'est que peu importait le fait qu'il y ait une liste, si elle avait pas les critères de parité comme il faut, et ben, elles étaient jetées par l'instance, UGA, supérieure et que donc, quelque part, on mettait la démocratie en danger pour servir la cause féminine. Ça me pose question. oui, alors je regarderai du côté étudiant. Bon, c'est pas dans mon périmètre d'intervention, mais je regarderai ce qui s'est passé sur les listes étudiantes. Après, sur les candidatures dans les bureaux du FR, j'en avais discuté avec les directeurs et directrices du FR. Je souligne directrices parce qu'il y en a moins quand même. Enfin, je les compte sur les doigts de la main. Mais du coup, effectivement, c'est tant faire que se peut. Et c'est pas parce qu'on va faire de la parité sur les listes qu'il faut aussi des candidats, des candidates volontaires. Et il faut essayer effectivement d'être au plus près, de faire monter aussi des candidatures intéressantes pour pouvoir collectivement travailler ensemble. Et on aura tous à gagner à avoir plus d'équité. Après, sur le volet étudiant, c'est un conseil, mais ce n'est pas une obligation en fait sur les instances Bah, c'est pas ce que disent les de textes, hein. parité Les étudiante. textes disent s'il n'y a pas, alternance homme-femme et s'il n'y a Oui, pas une forme normalement, oui, d'égalité, sur les ça marche suppléants. pas. Sur Donc les il faut qu'on soit suppléants, oui. extrêmement prudent aussi dans les supers initiatives visant à faire monter, enfin à Oui. assurer. Moi, c'est dur pour nous, hein. Et en même temps, Lydie, moi je l'entends parce que je suis souvent, bon, je suis moins avec l'info, mais les maths, je suis très souvent du coup l'UFR de maths qui est confronté de plein fouet à ces sujets. J'ai l'impression aussi qu'on a normalisé des process au niveau des élections étudiantes où il y avait quand même déjà beaucoup de parité qui s'était mis en place dans les établissements depuis un moment. Donc, c'est vrai, le fait de faire des alternances, c'est inscrit dans la loi, oui, voilà, mais si à un moment donné, et on le sait bien sur les listes étudiantes, c'est tous les 2 ans, il y a des démissions, il y a des remplacements, il y a des suppléants, c'est pas non plus un manque de représentativité, on va pas enlever une place de représentation étudiante s'il n'y a pas eu la parité. Après, sur le dépôt des listes,
Ça, je suis d'accord qu'il y a l'obligation de parité, quel que soit le niveau, sur les instances électives des conseils d'administration, du CAC, etc. Sur les bureaux du FR, je ne suis pas sûre que ce soit dans les textes officiellement pour les étudiants. Voilà. Merci. Voilà, mais donc je vérifierai pour les étudiants. Après, pour les instances, oui, ça c'est sûr, il faut la parité sur toutes les listes, sur les grandes instances, ça c'est sûr. Mais sur les UFR, je pourrais vérifier. Après, c'est juste un souci, je pense, d'appliquer au mieux ces principes de la parité. Mais voilà, je te ferai un retour, Lydie, sur ça. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres Armand, peut-être, tu voulais compléter sur les questions de la parité, des contre-coups? Oui, voilà, en fait, tout à l'heure, on abordait la question les questions de stratégie et de fonction. Alors déjà, la parité chez les rectrices et recteurs, elle a été obtenue donc il y a seulement tic, 5, oui, ça fait 8-9 ans, hein, alors que la fonction existe depuis 1808. Voilà. Donc pendant globalement 200 ans, les recteurs étaient bien que des recteurs, quoi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au moment où on a créé les régions, alors déjà, lorsqu'on regarde, y compris la parité, lorsqu'elle a été obtenue, après, on doit être plus exigeant, c'est-à-dire qu'on va regarder la taille des académies, la complexité des académies. Et c'est vrai que pendant très longtemps aussi, il y a eu voilà, plus d'hommes qui étaient à la tête d'académies, je dirais, plus importantes. Et au moment de la création des régions académiques, avec la fusion des régions, donc à la tête des régions pluriacadémiques, donc celles qui avaient la plus grande complexité, y compris sur le sup et sur le scolaire, ben là, on s'est retrouvé uniquement à avoir 2 rectrices sur l'ensemble de ces régions pluriacadémiques. Donc on voit bien que même lorsqu'il y a une volonté, il faut rester vigilant pour que les questions de parité soient vraiment au rendez-vous. Lorsque j'étais rectrice, par exemple, chaque fois que j'arrivais dans une académie, je regardais la répartition des lycées dits classes exceptionnelles, c'est-à-dire les lycées les plus complexes, et qui étaient en pilotage. Donc, c'était plus souvent des proviseurs que des proviseurs. Et donc, je n'ai eu de cesse aussi de pouvoir accompagner, parce que dans un premier temps, quand on offre le pilotage d'un établissement très complexe ou à grande notoriété de centre-ville, les femmes, dans un premier temps, ouais, c'est vrai qu'elles vont s'interroger sur « Ah bon, est-ce que je saurais faire ?» etc. Donc, il a fallu aussi accompagner nos collègues dans une dynamique pour prendre des responsabilités, y compris dans l'éducation nationale, puisque dans les établissements, on avait beaucoup de femmes sur les collèges, voilà, moins sur les lycées. Et dans les lycées, les grands lycées à notoriété étaient plutôt trustés par des hommes aussi. Voilà. Donc je pense que la question, au fond, de la fonction et du caractère stratégique de la fonction est vraiment un élément essentiel à prendre en compte sur la question d'avoir des hommes ou des femmes en pilote de ces organisations. Donc là, on a vraiment un sujet, c'est que dès qu'une fonction, globalement, tu l'as dit, au niveau des vice-présidences, etc., une fonction, au fond, a une visibilité moins stratégique, elle va se féminiser plus. Voilà. Donc, au-delà même, je dirais, du pourcentage ou du fait qu'on ait des femmes qui est vraiment sur des postes à responsabilité, il faut regarder aussi la nature des fonctions et la manière dont les fonctions à dimension plus stratégique pourront être occupées aussi par des femmes. Voilà. Pendant très longtemps, par exemple, la conférence des recteurs et rectrices était pilotée par un homme. Voilà. Donc, alors, toutes ces choses-là ont vraiment changé, mais je pense qu'il y a des vigilances à avoir.
Merci Armande d'évoquer effectivement le point du pilotage de l'organisation et de la stratégie. Bah, je suis comme les présidences d'université, hein, Exactement. Et puis, Sophie. oui, Armande, oui, Armande, un jour. Mais effectivement, c'est des trajectoires au long cours. Et puis, il faut avoir cette appétence aussi à aimer le pilotage, l'arbitrage. Et c'est aussi dans le parcours, comme tu l'évoquais, dans les établissements, dans l'enseignement supérieur, au fur et à mesure, on peut occuper des fonctions qui vont donner confiance. Et aussi, il y a une censure, moi, j'aime pas dire individuelle, mais sociale qui est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la place qu'on peut prendre, de quelle manière. Et puis, effectivement, les attendus aussi. C'est-à-dire, il y a des attendus sur lesquels les femmes sont plus attendues que les hommes sur ces positions stratégiques. Mais on pourrait faire tout un nouveau webinaire sur cette question, parce que je vois que c'est déjà 14 heures. Donc, voilà. Oui, oh mince, j'avais pas vu. On continue tout Oui. ce travail ensemble. Et puis, moi, je vous remercie beaucoup pour la qualité des échanges, pour ce qu'on s'est dit. Et puis sur la manière aussi dont on peut discuter sur l'évolution de ces cadres et favoriser en tout cas un environnement bienveillant pour que on puisse se dire tout à chacune plus tard hein, dans nos établissements qu'il n'y a pas de porte fermée. Et puis, Armande et toutes, vous avez évoqué alors les figures modèles, elles sont importantes pour qu'il y ait des femmes aussi à des positions stratégiques, qui soient aussi dans des comportements de l'attention, de la bienveillance. Et aussi, vous avez évoqué des relations, des personnes, alors souvent des hommes, qui ont été là parce que dans les carrières et auparavant dans la représentativité académique, et puis Claudine a évoqué des femmes fortes aussi hein, dans vos parcours. Absolument. Je pense que c'est important de dire aussi qu'on ne construit pas ça seul. Effectivement, on donne toujours l'impression qu'on raconte une trajectoire, mais qu'il y a un collectif et il y a la relation. Et c'est à un moment donné qui porte la confiance pour vous dire, bah oui, je me sens d'aller dans ce collectif, j'ai envie de porter ce collectif ou j'ai envie de travailler dans un collectif parce que il me semble que j'ai quelque chose à apporter. Et effectivement, on peut se dire, bah oui, c'est peut-être minime, c'est peut-être une petite pierre à l'édifice, mais en tout cas, c'est important pour le collectif et ça a de la valeur. Et c'est pas parce qu'on considère, ou certains considèrent que ça a une moindre importance, que c'est pas intéressant et que ça va pas générer sur le long terme, en termes de prospective, vraiment une culture du changement. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et j'espère qu'on arrivera à refaire ces moments de webinaire avec l'association. Hein, c'est un peu le souhait de l'UGA, d'avancer avec l'association au niveau national qui a des webinaires vraiment de qualité, de les ouvrir au maximum. Il faudra qu'on en rediscute, y compris sur les formations Armande. Et puis, écoutez, Sophie, il y a une question dans le… Pardon. Il y a des questions sur le fil de discussion, peut-être pour les… Est-ce qu'on pourra poser des questions? Au cas où. Oui, oui. Bien sûr. Oui, Ah oui, la oui, une visio. fois que vous avez vu la visio, oui, oui, bien sûr. Alors, dans le corps du Zoom, on remettra le contact hein, sur la vice-présidence avec l'adresse et vous pourrez reposer des questions évidemment sur la suite, y compris si vous voulez être informé de la suite des actions et de l'activité de la vice-présidence sur cet aspect, sur responsabilité. J'ai vu qu'il y avait des collègues qui étaient connectés, notamment du secteur hospitalo-universitaire, qui ont dû se déconnecter, comme Anne-Claire Toffard, un petit clin d'œil. Donc, je pense qu'il y a aussi une dynamique qui va se mettre en place et n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse qu'on mettra du coup hein, sur le site web l'adresse web de mail, pardon, je vais y arriver, de la vice-présidence et on vous recontactera et on répondra comme on peut aux questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci Armande, merci Claudine. Merci à vous toutes. Et merci à toutes et tous qui ont participé. Merci Sophie pour cette initiative. Merci Armande. Au revoir.